Ça fait partie des choses pour lesquelles mon guide m'a clairement et récemment expliqué que c'est pour ça que je n'avais aucun souvenir en fait de ce qui s'était passé lors de l'accident. De l'accident ? Ouais. Parce que sinon j'aurais mis fin à mes jours très clairement pour rejoindre l'autre côté. Ah oui, oui. Donc et ça fait partie vraiment on va dire 90% du travail que je fais. C'est avec les personnes qui se sont suicidées. Donc tout est toujours en lien. Il n'y a pas de Bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre au cœur des étoiles et même un peu plus haut si on peut y arriver avec notre invitée que j'ai le plaisir de recevoir. Elle s'appelle Virginie Robert. Bonjour Virginie. Bonjour Marc. Merci d'être venue dans ce temps si gris parisien à l'heure où on enregistre en tout cas. Oui, vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être là. Et alors, je n'ai jamais eu, je crois, de toutes les présentations des émissions, les rencontres, un bureau aussi chargé. Je vois ça. Hein? Parce que vous êtes très productive. Oui. Et on va parler évidemment de tout cela. Je pense, et quand on a vu effectivement ce que les éditions Le Duc, votre éditeur, nous proposait en termes de contenu, on s'est dit mais c'est pas une émission qu'il faudrait, il faudrait bien plus. C'est ça, à peu près 12. Quel est votre rythme de production, sincèrement? Très honnêtement, j'ai pas vraiment de rythme en fait. C'est vraiment tout ce qui vient, je l'écris et ça fait quelque chose à la fin. Et je suis fasciné par ça. On sait combien écrire est un exercice qui n'est pas simple. On sait combien produire un oracle aussi, ça demande du temps, ça demande du... Alors, quelle est votre façon de procéder, votre façon de travailler? Est-ce que vous faites partie de ces gens, de ces médiums qui se lèvent un matin et qui se disent, voilà, je vais me mettre devant ma page blanche et on y va? Alors, c'est pas vraiment le matin, c'est plutôt la nuit. En règle générale, c'est plutôt la nuit que ça se passe. Pour les livres, c'est simple, hein. Ça infuse, ça vient, donc j'écris, et à la fin, ça donne quelque chose. Et pour les oracles, non, ça va être différent. Je vais d'abord avoir besoin de trouver l'illustratrice parfaite qui correspond à la thématique, et ensuite, on va pouvoir travailler et échanger ensemble. Est-ce que votre quotidien, Virginie, se résume à la conversation permanente que vous avez avec l'au-delà? Oui. Oui, très honnêtement, oui, c'est du quotidien, c'est du non-stop. Et même quand parfois j'ai pas envie, que je suis pas motivée, que je ferme tout, que je veux pas les entendre parce que je veux avoir la paix, non, ça veut pas. Et ça revient toujours d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, j'ai décidé de plus résister, je me mets à leur service et donc ça donne tous ces jolis livres et oracles que vous avez là. Exactement, et on va en parler, les conseils des défunts pour aborder le passage avec sérénité. On va aller faire un petit tour de l'autre côté, hein, comme l'on dit. Conversation avec l'au-delà, c'est le petit dernier aux éditions Le Duc qui est ici, où vous prenez en fait point par point de ce qu'est ce fameux passage. Oui. Voilà, qui peut être aussi clivant, qui peut déranger. J'en conviens. C'est le but en même temps. Autant déranger les gens pour leur faire prendre aussi conscience de certaines choses. Et le livre, il a vraiment été fait pour que les gens comprennent ce qui peut se passer quand ils perdent un être cher. Et aussi, voilà, la mort, on n'y échappera pas. On va tous mourir un jour. Ouais. Donc, c'est le point commun que nous avons tous sur Terre. Et voilà, c'est aussi une façon de comprendre ce qui va se passer et de se dire quelque part, je ne sais pas quand je vais mourir, donc autant pouvoir faire le passage le plus sereinement possible et ça apporte pas mal de clés en ce sens-là en fait. Alors, et vous savez, l'autre jour, je discutais avec des gens qui étaient assez réfractaires à ces thématiques-là et qui me disaient, mais alors ça veut dire qu'une médium sait quand elle va partir? Non. Non, ce serait horrible. J'imagine. Non, ça c'est un point d'honneur que j'avais avec mes guides lorsque je leur ai dit vous voulez, il y a pas de souci, je me mets à votre service. Par contre, il y a 2-3 choses qu'on règle avant. Et non, je ne veux pas savoir le jour où je vais partir, le jour où mes proches vont partir. La manière. Je serais trop angoissée de savoir tout ça. Non. Alors, on va revenir évidemment sur tout ce que vous proposez, ces oracles, bien évidemment, avec vos ouvrages qui sont très nombreux, je l'ai dit. Puis on va parler de vous, de votre parcours. Est-ce que c'est facile d'en parler? Ça va. Si on pose les bonnes questions. C'est pas facile tous les jours. Je me présente pas de la même façon suivant qui j'ai en face de moi aussi. Vrai? Oui.
Vous dites quoi quand on vous pose la question fatidique du « et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ah, c'est vrai? Oui. Vous dites « je suis thérapeute ». Ouais. La plupart du temps, je vais me présenter sous le format thérapeute. Ok. Parce que il y a aussi... il y a toutes les personnes qu'on va rencontrer, la joie. J'avais le bouquin dans le train justement pour venir. Et à un moment donné, j'ai soulevé justement la personne en face de moi, du coup, à regarder le titre de livre. Et j'ai levé la tête et j'ai vu la personne faire comme ça. Et tout le monde n'est pas prêt, hein. Ça, et je suis totalement en accord avec ça. Mais pourquoi ne pas assumer alors? C'est pas que j'assume pas, c'est que quand je dis que je suis thérapeute, c'est que j'ai pas envie de batailler en fait. J'ai pas envie d'expliquer le pourquoi de ce que je fais, etc. Il y a des gens avec qui je me présente comme ça, il y a pas de souci. Des personnes que je vais rencontrer, je leur dis que je suis médium. Des fois, c'est aussi pour bouger parce que là j'ai envie de parler justement ou parce que je reçois un message et que je sais qu'il va falloir que je le glisse. Donc, mais ouais, si on me rencontre et que j'ai pas envie d'être, voilà, je serais plus présentée comme ça. Est-ce que votre papa est là? Non. Mon papa, il est tranquille de l'autre côté. Est-ce que il pourrait, parce que vous dites qu'il est souvent là. Ouais, il est souvent là et à chaque fois qu'il va être là, il fumait la pipe quand j'étais petite et c'est cette odeur-là qui va se manifester pour me... Alors, vous savez, c'est fou. Est-ce que vous vous souvenez d'un parfum de pipe qui s'appelait l'Amsterdamer? C'est celui-là. C'est vrai? Ouais. C'était aussi, mon père fumait la pipe aussi à une époque. Et c'était le parfum Amsterdamer. Du coup, il est toujours là, votre papa? Parce que si on sent la pipe, on fait comment pour savoir lequel des deux c'est? Exactement. En tout cas, je sais pas s'il est toujours là, mais il nous a sans doute inspiré de plein de choses de ce qui se passe ici. Certainement. Alors évidemment, je vous remercie infiniment d'être là et puis de parler de votre... Alors, on assume la thématique de la médiumnité. Bien sûr. Là maintenant. À fond. Parce que vous êtes en terrain conquis, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'un bon médium pour vous? Ou une bonne médium? C'est quelqu'un qui va vraiment être dans l'humilité, la bienveillance et de tout ce que je peux voir et avec ce dont je ne vais pas être en accord, c'est les gens qui vont prendre le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire que même si je capte un message ou quoi que ce soit, jamais je ne vais aller voir la personne de but en blanc lui disant « Ton père vient de me dire ça, il faut que je te raconte ça. » Non, ça pour moi, c'est pas possible. Donc toujours l'autorisation de l'autre. Toujours. Il faut que la personne, elle soit prête dans un certain cheminement pour pouvoir justement être capable d'entendre. Alors c'est étonnant parce que quand je pose cette question, en général, beaucoup me disent « Un bon médium pour moi est un médium qui ne pose pas de questions. » Aussi. Vous faites partie de cette catégorie des médiums? Je pose pas de questions parce que déjà pour moi, ça fonctionne comme ça. Les défunts s'invitent à moi. C'est-à-dire que je ne fais appel à aucun défunt. Je ne les appelle pas. Donc, je ne fais pas de séance de médiumnité pure où les gens viennent me voir avec une photo pour avoir un message de leur défunt. Ça, je ne fais pas. Je vais avoir le défunt bien souvent parce que je vais rencontrer la personne. En fait, ça, pour moi, ça se manifeste dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Je vais avoir le défunt qui va me transmettre un message parce que je vais recevoir le membre de sa famille, que ce soit en stage, à une séance, à une consultation ou quoi que ce soit. C'est le défunt qui vient? Oui, et mais moi, je n'appelle pas le défunt. Et ça veut dire qu'on peut pas vous consulter Non, je ne fais pas ça. Ah, vous faites pas de consultation et de choses comme ça? C'est pour ça que je me permets de me présenter en tant que thérapeute parce que je fais des soins énergétiques, etc. Je fais pas mal de choses. Et en début de séance, si un défunt doit se manifester, il sera là dès le début de la séance que je vais avoir avec la personne. Ah, d'accord. Donc personne ne peut vous solliciter pour le coup, à part le défunt. C'est ça. Ça, c'est original. C'est le défunt qui va se présenter à moi. Et je vais prendre l'exemple de la semaine dernière. J'ai eu une dame qui a perdu son frère il y a un mois. Et en début de séance, j'entends « Bonjour, je suis un tel ». Donc je lui dis... Avec le prénom? Oui. Ouais. J'ai ce prénom-là. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Elle me dit oui, effectivement, mais elle me dit je suis déçue parce que je pensais que ce serait mon frère. Et je dis non, mais moi c'est pas votre frère que j'ai, c'est cette personne-là, donc qui sait par rapport à vous. Et elle m'explique que c'est son cousin et qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, les défunts se manifestent à moi et c'est le but aussi du bouquin, parce qu'ils ont une prise de conscience, parce qu'ils ont besoin d'exprimer un pardon. Et en fait, ça va lui permettre de cheminer lui de son côté. Et ça va permettre à la personne qui est soit devant moi ou soit en visio de cheminer aussi. Ouais. Vous dites d'ailleurs, et c'est assez étonnant, parce qu'on va décrire ce que vous préconisez, enfin, en tout cas ce que l'autre côté du voile
on vous dit de dire, parce que c'est ça, hein, puisque vous écrivez en canalisant, sur le pardon. Vous dites que tous les défunts regrettent de ne pas avoir dit certaines choses. Il y a 7 critères qui sont, comment dire, vraiment à aller introspecter, entre guillemets. Effectivement, c'est les regrets, c'est la plus grande cause, on va dire. La deuxième, ça va être tout ce qui va être, demander pardon, les excuses. Il y a aussi la notion des vérités, partir avec un secret de famille. Et ça, c'est souvent pour ça que les gens viennent me voir la plupart du temps. C'est la thématique des secrets de famille, d'où la construction de l'oracle des mémoires familiales pour que les gens soient aussi autonomes dans ce cheminement-là, de pouvoir travailler sur eux. Qu'est-ce qui vous surprend le plus aujourd'hui encore dans cette médiumnité qui vous accompagne depuis longtemps, depuis toujours, quasiment? Est-ce que vous êtes encore surprise? Parce qu'on pourrait se dire, vous vous rendez compte, tout ce que vous produisez, tout ce que vous écrivez, à un moment donné, on peut se dire, est-ce que vous n'avez pas fait le tour de la question? Parce que c'est toujours le même raisonnement, enfin c'est toujours les mêmes interrogations, le même questionnement, la même approche. Qu'est-ce qui vous étonne encore dans ce que vous faites? Pas du tout. Et Conversation avec l'au-delà, c'est le premier tome. Il va y en avoir encore. Je suis déjà en train de continuer en fait la suite de ce livre-là. Ce qui m'étonne encore, ça va être vraiment la manière de procéder, c'est-à-dire que avec les guides, par exemple avec cette dame-là, donc on a fait passer donc son cousin du coup ensemble. On a parlé de la problématique qu'elle avait, on a fait un travail dessus et donc on a fait le travail toutes les deux. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas un protocole spécifique pour faire passer une âme, etc. Je fais les choses avec les gens, je les fais participer. Pour moi, je me considère pas comme ce qui est souvent le cas pour les gens, un peu comme une baguette magique. Prends, fais, et moi je vais être tranquille, je vais être libérée de tout ça. Et non, c'est toujours de faire participer les gens, qui soient actifs dans tout ça, parce que c'est en eux que la guérison doit se faire, pas chez moi. Et du coup, ça va vraiment être sur la façon. Voilà, ce qui me surprend toujours, c'est la façon dont on va procéder pour faire passer l'âme avec les gens. Vous avez quand même une manière singulière de faire les choses, qui n'est pas banale. Non, mais c'est toujours simple, fluide, léger, tout le monde comprend. C'est jamais des trucs qui durent 15 plombes, qui comprennent pas ou qu'il faut invoquer tel. Non, rien de tout ça. Est-ce que dans vos ressentis, dans votre médiumnité, vous mettez entre guillemets certaines censures, c'est-à-dire que lorsque vous êtes face à quelqu'un qui vous consulte et que le défunt arrive, si ce défunt vous donne une information, mais vous sentez que cette information n'est pas nécessairement bonne à dire, est-ce que vous laissez le choix de dire ou de ne pas dire? Si je l'ai, je la transmets. Maintenant, il y a qu'un seul point où je ne fais pas transmettre, c'est si j'ai le message d'un enfant qui est parti. Et en général, c'est l'enfant qui va me dire surtout ne lui dis pas que je suis là parce que sinon maman va vouloir me rejoindre. Et ça, c'est des choses qui prennent. Ouais, qui sont très prenantes. Et de dire à une maman qui quelque part elle c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle veut, avoir un contact avec son enfant. Et bien sûr. Et de devoir quelque part pas lui mentir parce que c'est pas un mensonge. Techniquement, puisque c'est ce que me demande l'enfant de transmettre. Mais elle est venue pour ça. De ne pas transmettre. Et cette maman, elle est venue pour ça. Oui, mais quelque part, ce qu'elle veut savoir, c'est si son enfant est toujours vivant de l'autre côté. Et en fait, ce que la personne va rechercher à ce moment-là, c'est de se dire, dans ces cas-là, j'y vais et puis je vais rejoindre mon fils, ou ma fille, etc. Ce qui n'est pas le but. Et de l'autre côté, ce n'est absolument pas ce qu'ils veulent. Mais l'idée, vous aurez... Oui. Mais je comprends que c'est touchy quand même. Oui, on est d'accord. C'est pas simple, parce que entre ce que vous percevez, déjà la difficulté entre guillemets de percevoir, et puis le fait d'avoir en face de vous quelqu'un qui est en demande, et de l'autre côté une entité qui est capable de vous dire ne dis pas ceci. C'est ça. Et compliqué. Souvent les gens ils veulent parce qu'ils savent, ceux qui me consultent savent qui je suis et ce que je fais. Donc, ils savent qu'il y a toujours un défunt qui peut se présenter. Donc, des fois, j'ai ce petit truc de « Oui, mais là, il y avait personne. » Je dis « Mais en fait, s'il y a personne, dites-vous que c'est génial.
parce que quelque part, c'est que votre défunt, il a fait son passage, il l'a fait entièrement, et qu'il est sur le plan vibratoire qui lui correspond. Alors là, les détracteurs vont vous tomber dessus en disant, ouais, alors, c'est génial, c'est on y ça, va. c'est... Je suis là pour ça. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, elle botte en touche, elle perçoit pas, donc non. elle va dire, il y a rien, tant mieux! Non, il est bien passé de l'autre côté, il est allé dans la lumière et tout va bien. Ça, c'est quelque chose où j'en informe toujours les personnes qui viennent me voir, c'est si j'ai un message, c'est parce que vous devez régler quelque chose. S'ils ont rien à régler avec ce défunt-là ne viendra pas. Donc, quelque part, après, dans ces cas-là, ils vont voir un autre médium. S'ils veulent. Il y a des médiums très bien qui font des contacts défunts et qui sont... Oui, puis on en connaît. Moi, c'est pas mon travail. Mais alors, ça veut dire quoi? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que si on a le contact avec le défunt, c'est qu'on n'a pas réglé quelque chose avec ce défunt? C'est que lui vient demander un pardon, vient exprimer un secret de famille pour que justement la personne qui est en face de moi se libère de ça. Donc non, si j'ai un message, en général, c'est que la personne en face de moi, il faut qu'elle taffe. C'est qu'il y a un travail à faire. Et ça peut pas être juste un signe de reconnaissance, ça peut pas être juste un clin d'œil, ça peut pas être juste... Ça arrive, mais c'est relativement rare. Non. Ça révolutionne. Ça, ce que vous venez de dire là, c'est un truc que tous les autres médiums ne disent pas. Je sais, je suis assez exceptionnelle en mon genre. J'ai une dame qui m'a dit une fois que j'étais psychologue des morts. Moi, ça m'a beaucoup amusée. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que on assiste souvent à des conférences avec de la médiumnité publique, avec des gens qui font des contacts comme ça, et les messages sont souvent du genre il a envie de te dire ceci ou il vous dit cela, mais au travers de certains signes distinctifs pour bien se rendre compte qu'il y a ce lien et cette connexion. Et ça s'arrête là. Ça veut pas dire que l'une a besoin de l'autre et que le défunt a besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai déjà fait des médiumnités publiques et c'est effectivement comme ça que ça se manifeste aussi. Sauf que mon regard va se balayer dans la salle et que je vais m'arrêter à un endroit spécifique et je sais que le message va être pour la personne qui se situe par là. Mais là, il peut effectivement, parce que il y a du public, il y a du monde, donc c'est en masse. Si j'ai un message plus particulier ou si je sais que la personne va devoir travailler quelque chose, je vais lui dire surtout venez me voir après. Il y a des choses, même si on fait du public, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire en public. Conversation avec l'au-delà aux éditions Le Duc et les conseils des défunts pour aborder le passage avec sérénité. Je pense que le mot le plus important dans cet ouvrage, vous savez lequel c'est? Sérénité. Sérénité. Je pense que le grand questionnement de l'humanité et de notre humanité, c'est de se dire que le jour J, est-ce qu'on peut partir avec sérénité? Tout est dedans, justement. Et c'est le but parce que quelque part, on ne sait pas quand on va partir. On peut très bien partir dans 5 minutes, comme demain, comme dans 1 mois, comme dans 10 ans. Et si on peut régler un maximum de choses avant de partir, ça peut être bien. Alors, les conseils, justement, on en a sélectionné quelques-uns parce que évidemment, j'invite tous ceux et celles qui sont intéressés par cette thématique à lire tout ça attentivement. Alors, vous parlez du cordon d'argent, vous parlez du fameux sas, qui est important, et vous parlez aussi de ces 2 questions. Moi, ces 2 questions-là, je les ai entendues 50 fois. Donc je me dis, Virginie, elle m'apporte pas un truc supplémentaire parce que ça, on l'a déjà lu 50 fois, etc. Les 2 fameuses questions. Quand on passe de l'autre côté, si je puis dire, c'est évidemment comment as-tu aimé et qu'as-tu fait de bien pour les autres, pour la terre, etc., etc. On a déjà entendu ça. Ah oui. Et ça, c'est pour vous, en tout cas, c'est ce que l'on vous préconise de dire. C'est essentiel. Après, ce sont les 2 questions. Ce sont les 2 questions au final qui nous seront posées au moment ultime. Mais derrière, il y en a tout un autre panel dans le livre qui font déjà bien réfléchir. Comment vous répondriez à ces 2 questions, vous? Je suis déjà bien embêtée, donc je travaille déjà bien sur moi pour Comment as-tu aimé? Les 2 questions. Qu'est-ce que vous diriez justement avec ces 2 questions? Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait de bien? Si je dois répondre très honnêtement, et au moment où on fait l'émission, je dirais que j'ai pas assez aimé, justement, pas assez. Que je peux faire franchement bien mieux encore, sachant que j'ai 4 enfants, donc pas mal. C'est déjà pas mal. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Je pense que j'ai déjà participé c'est vrai. à la collectivité. C'est vrai.
Mon but, c'est vraiment en fait d'apporter un autre regard sur le monde, sur la vie, sur la mort. Mais je pense qu'on peut toujours faire mieux. En tout cas, ces 2 questions, vous vous les posez régulièrement? Je me les pose et je fais surtout en sorte de ne pas avoir de regrets, de demander pardon à mes proches quand des fois, j'ai envie de dire la bêtise de l'être humain, c'est de vouloir avoir toujours raison. Et coûte que coûte, je veux avoir raison. Donc, d'apprendre, voilà, des fois, à plutôt réfléchir et de demander pardon quand il faut, etc. De dire certaines choses aussi pour que mes enfants n'héritent pas de secrets de famille ou de mémoire familiale, de choses comme ça. Voilà. Non, ce livre, il est vraiment très, très prenant et c'est, voilà, pour moi, c'est un travail qu'on peut faire dès aujourd'hui, justement, pour s'éviter le sas. Oui, pour s'éviter le sas. Alors, comment est-ce que vous nous décrivez ce fameux sas? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Alors, comment expliquer ça avec des termes tout simples? Oui, avec des mots du quotidien. C'est ça. Il y a cette notion déjà de faire le passage. Tout le monde fait le passage. Parce que quand on meurt, on passe de l'autre côté. On n'a plus de corps physique. Donc, l'âme, la mort, ça veut bien dire l'âme hors de son corps. Donc, on fait tous ce passage. Maintenant, si on n'est pas forcément éveillé, mais si on n'est pas ouvert, il y a des gens qui pensent qu'ils vont finir en enfer, qu'ils vont finir au purgatoire, qu'ils vont ils vont se retrouver dans ce fameux sas parce que justement, il n'y a pas cette ouverture d'esprit à un endroit. Et donc, ça fait partie des choses où on peut se retrouver dans le sas. Wow. Ça veut dire que tous les gens qui ne croient pas à ce dont on est en train de parler, ils peuvent se retrouver justement dans ce fameux sas. L'espace d'un instant, l'espace de quelques instants, ça dure pas non plus des plombes, j'ai envie de dire, sauf pour ceux qui ont besoin de faire un certain chemin. Mais en fait, ce qu'il faut, du moins ce que mes guides m'ont expliqué, c'est que quand on fait ce passage, notre guide, il est là, nos défunts, eux, sont là aussi. Et on peut, par exemple, ne pas s'autoriser parce qu'on pense qu'on n'a pas été digne, parce qu'on pense qu'on a fait de mauvaises choses. La culpabilité, c'est le deuxième point hyper important à travailler dès maintenant sur soi. Ils sont, en fait, ils sont tous là et on peut ne pas s'autoriser à les voir. Et donc, justement, le but de la passeuse, ça va être quand l'âme va se présenter, ça va être de lui dire commence à voir ton guide, commence à voir commence à te pardonner, commence ceci, commence cela, autorise-toi. Le mot s'autoriser est l'un des plus importants parce que l'être humain ne s'autorise pas. C'est pour ça qu'on sent que c'est presque un job à plein temps. Franchement, oui, c'est un job à plein temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions de gens qui nous disent vous ne pouvez pas être en contact avec votre défunt parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Oui. C'est pour ça que moi je les dérange pas. Je suis partie du principe qu'effectivement, ils ont tout un process, eux, de leur côté. Nous, on a déjà aussi sur Terre à faire. Et donc, moi, je ne les contacte pas. Vous parlez également de l'incarnation. Vous dites pourquoi est-ce qu'on a choisi cette incarnation? Vous dites que le but de l'incarnation, c'est toujours l'évolution de l'âme, comprendre, expérimenter, enrichir et parfaire ses connaissances, vos connaissances, choisir dans les grandes lignes nos épreuves. Ça aussi, c'est un discours qui est parfois difficile et difficilement audible. Suivant ce qu'on traverse. Suivant ce que l'on traverse. Et suivant parfois les épreuves de la vie. Et Dieu sait que en ce moment et au travers de cette actualité anxiogène, les épreuves de la vie sont souvent là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, aux gens qui ont ces difficultés à entendre et comprendre ce karma qu'on aurait choisi et cette feuille de route que l'on aurait choisie? Ça va pas forcément plaire, mais qu'effectivement, tout est juste. Que tout ce qu'on traverse, aussi dur soit-il, est toujours une prise de conscience et une évolution derrière. Donc, ce qu'on traverse, c'est très compliqué. On peut être vraiment dans une souffrance atroce. Mais surtout quand on pense au pire. Oui. Voilà. Et vous parliez notamment de ces mamans qui perdent des enfants. Je crois qu'il n'y a pas pire dans l'existence humaine terrestre que de perdre un enfant. Tout à fait. Bon. Donc cette phrase du tout est juste, elle peut ne pas passer. Je sais. Ouais. Et pourtant, il y a un sens. Il y a toujours un sens.
moi, je me rends compte au fur et à mesure des années que bien souvent, alors, bien sûr, hein, c'est pas dans l'instant T, c'est vraiment sur un cheminement que le parent va faire. Souvent, on se rend compte que les gens qui créent des associations pour le deuil, etc., ce sont souvent des parents qui ont perdu un enfant. Parce que eux-mêmes, c'est vraiment ce truc de tant qu'on n'a pas traversé nous-mêmes une expérience, on peut pas aider les autres. Et c'est ce cheminement-là, en fait. Et on va pas se mentir non plus. Quand tout est rose, quand tout est facile, quand tout va bien, on se pose aucune question. Et il y a que quand ça fait mal qu'on se remet en question, qu'on commence à se poser vraiment ces questions de, en fait, c'est quoi la vie? C'est quoi le sens de ma vie? Je suis là pourquoi? C'est quoi le but? Qu'est-ce que je fous ici, quoi? Vous vous êtes posé ces questions? Oh purée, oui. C'est vrai? Oui. Pendant de très nombreuses années. Et vous l'avez trouvé, en fait, vous avez trouvé ces réponses au travers de votre médiumnité? Au travers de la médiumnité et encore plus avec la mort de ma grand-mère et l'écriture de ce bouquin qui, pour moi, m'a fait vraiment comprendre que, en fait, on a toujours... je me suis tellement identifiée aussi aux autres médiums à me dire, mais moi, en fait, je suis pas pareil, ça fonctionne pas de la même façon. Et à me remettre vraiment beaucoup en question, à pouvoir douter aussi. Et à un moment donné, de se dire, au final, fous-toi la paix, ma cocotte, et puis fais simplement ce qu'on te demande, quoi. Et à partir du jour où j'ai dit, c'est ok, c'est bon, je lâche, et puis on y va, quoi. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Conversation avec l'au-delà. On va continuer à évoquer tout cela, mais je voudrais qu'on parle bien sûr un petit peu de vous, un petit peu plus en détail dans votre histoire. Il y a évidemment des tas de gens qui vous connaissent au travers de ce que vous écrivez, au travers de vos oracles, aux éditions Le Duc. Mais il y a votre histoire aussi qui est assez étonnante, avec vous avez quand même frôlé certaines situations où vous auriez pu vous retrouver très très vite de l'autre côté, si je puis dire. De ce que j'ai compris, j'ai fait un petit séjour de l'autre côté, dont je n'ai pas connaissance. Enfin, du moins, pas connaissance. J'ai pas gardé de souvenirs, puisqu'il est très clair qu'à cette période, avec tout ce qu'on entend sur les EMI, tout un tas de choses assez fantastiques quand même. J'aurais pas hésité une seule seconde, voilà. Vous parlez de l'accident? Ouais. Accident de voiture? Si on m'avait posé la question, est-ce que tu veux rester avec nous ou est-ce que tu veux retourner sur Terre? Non, je serais restée là-haut. Mais on m'a pas posé la question. C'est cet accident de voiture qui vous a révélé dans votre médiumnité? Dans tous les cas, oui. C'est vraiment à partir de ce moment-là où j'entends la voix de mon guide, en fait. La médiumnité est déjà venue un peu avant. Mais voilà, pour moi, c'est pas quelque chose à ce moment-là où... 17 ans avec le départ de votre papa? Mon papa, ouais. Mais vous le voyez? Oui. Clairement. En fait, je reverrai toute ma vie, je crois que cette scène, elle est gravée en ma mémoire. C'est le téléphone qui sonne chez moi. J'entends ma mère qui répond et puis qui discute. Moi, je suis assise dans ma chambre. Et en fait, je vois mon père à côté de moi je le vois, mais sous un espèce de spectre. Ouais, il y a comme un filtre, c'est vaporeux, et en fait, je ressens beaucoup d'amour. C'est comme si on se prenait dans les bras, qu'on se faisait un gros câlin, et c'est un je t'aime ma fille, et quelque part, je sais qu'il sera bien mieux parce que mon père a toute une histoire, et je sais qu'il sera bien mieux de l'autre côté, etc. Et il y a un gros câlin, et puis voilà, ça s'arrête là. Moi, je suis très apaisée. Et ma mère va rentrer dans ma chambre quelques secondes après et me dire « Ah, papa est décédé. » Et vous lui dites « Oui, je sais. » Non, je lui dis absolument rien. Et en fait, elle va me dire donc ton père est décédé, elle va m'apprendre comment, et ça, par contre, ça va m'achever. C'est vrai que c'est le plus difficile à accepter. Ouais. Et alors, c'est fou parce qu'il vous dit « Je t'aime, ma fille, je te laisse, et c'est mieux ainsi. » Oui. Et vous lui répondez « Oui, je sais, et tu seras mieux là où tu es. » Oui. Il était en souffrance? Il était en souffrance et il était aussi à la rue à cette période-là, chose que je ne savais pas, que je découvrirais bien des années après. Puisque j'ai su réellement comment il était mort 13 ans après, quelque chose comme ça. Donc en mars 2000, il y a cet accident de voiture.
Oui. Là, effectivement, la médiumnité... j'ai fait des tonneaux avec la voiture. La voiture est bonne pour la casse. Ouais. Moi, je suis hospitalisée. J'ai le nez qui est cassé. J'ai une jolie cicatrice là qui voilà. Donc que je vois tous les jours dans le miroir. Qui vous rappelle tous les jours. C'est ça qui me rappelle tous les jours que j'ai fait des jolis tonneaux et que la voix de mon guide s'est présentée à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça a été un grand moment aussi dans ma vie, puisqu'à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Tu deviens folle, ma cocotte. T'entends des voix, ok. Il vous dit quoi, ce guide? Au début, je suis dans la chambre en fait avec une autre dame qui s'est fait opérer de je sais pas quoi d'ailleurs. Et en fait, c'est des messages tout simples. Elle va avoir sa fille qui va rentrer dans quelques instants. L'infirmière va arriver. C'est vraiment j'aurais envie de dire des trucs bateaux. Mais néanmoins, ça se confirme à chaque fois, quoi. Ouais. Donc, vous lui dites, votre fille va arriver. Ah non, moi je dis rien du tout. Moi, j'entends la voix qui me dit ça. Ok. Mais moi, je dis rien. Ah non, okay. non. Ah oui, vous lui dites pas. Et je suis à l'hôpital à ce moment-là. Je dis rien du tout sur ce que j'entends. Sinon, on va lui mettre une petite dose supplémentaire. Non, je ne veux pas me retrouver dans un certain secteur de l'hôpital. Ouais. Non, pas du tout. Ouais. Et en fait, cette voix, elle va se manifester à chaque fois que je vais être seule ou bien sûr quand il y a la dame, mais pas en présence de ma famille. Quand mes proches viennent me voir, pas de voix, il y a rien. Et dès que ça s'en va, hop, ça reprend. Ce qui est évidemment compliqué pour expliquer aux gens. Comme par hasard, il se passe rien quand les gens sont là. Et dès que les gens Mais de toute façon, à cette période-là, j'explique rien à personne. Ouais, oui, évidemment, vous avez autre chose à faire, oui, je peux bien comprendre. Ouais, puis j'ai 20 ans à cet âge-là, donc Alors, comment se fait-il que, là, vous êtes consciente que vous avez cette médiumnité? Comment se fait-il que vous n'allez pas, j'allais dire, un peu de manière triviale, vous engouffrer dans la brèche en se disant, j'ai ces capacités-là, je vais exploiter ces capacités-là? Non, déjà, j'ai ces capacités-là, non, trop pour moi. C'est vrai? Non, puis ça a été derrière, j'ai quand même un cheminement à peu près de 10 ans avec mon guide. Hein. Il m'a enseigné, il m'a appris beaucoup de choses. Il a fallu d'abord que je bosse sur moi. J'ai quand même pas mal travaillé, pas mal investi sur tout ce qu'il a pu me donner comme conseil. Ouais. J'ai aussi fait l'inverse pour voir ce qui se passait si j'écoutais pas. J'ai fait ma petite rebelle de base pour me rendre compte que quand j'écoute, c'est quand même vachement mieux et ça va quand même beaucoup plus vite. Comme par hasard. Donc voilà. Et non, il y a eu un certain cheminement. Vous allez alors faire vraiment une orientation qui n'a strictement rien à voir, puisque vous rentrez dans l'armée, je crois. Ouais. Voilà, pendant près de 7 ans. Après, il y a une reconversion. Vous allez être formé à l'hypnose. Vous allez créer une association qui va ensuite devenir une entreprise qui s'appelle Spirituel. Voilà, avec vous verrez directement dans les différents ouvrages. À quel moment vous acceptez justement ce switch? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est ce fameux déclencheur où vous vous dites très bien, ok, ça sonne à ma porte. Et il va peut-être falloir que je l'accepte et que je l'exploite, évidemment. C'est le t'es prête. Le t'es prête qui fait vous êtes sûr? Parce que moi, je crois pas vraiment que je suis prête. Hein. C'est-à-dire, vous l'entendez? Ouais. Ok. Et vos guides vous disent go, il faut y aller. Il faut maintenant, il va falloir vraiment que tu commences. Et donc, non, mais moi, je suis pas encore prête. J'ai encore d'autres trucs à tester. Je suis sûre que vous m'avez pas tout appris. Okay. Et vous vous souvenez de cette période du switch là où vous l'avez fait justement le grand saut? Ouais. C'était quoi? C'était quand? C'était où? C'était en 2015. Okay. C'était en 2015 et j'ai commencé en fait justement avec l'hypnose. Et puis en fait, c'est toujours pareil. C'est les gens qui viennent à moi et j'ai perdu cette personne-là, etc. Et là où vraiment ça va prendre une autre dimension, c'est quand je suis encore sur l'île de la Réunion, donc c'est quand même un tout petit peu avant 2015, où je suis avec des personnes, où on discute. Je discute avec une dame que je trouve fort sympathique. Et en fait, c'est limite presque violent. On me pousse dans le dos. Enfin, je sens mon épaule on me pousse et on me dit dis-lui impérativement qu'elle doit pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas pour elle. Ça va prendre trop de temps. Et donc, je me dis oui, enfin bon, là, vous êtes gentil, mais comment je fais moi pour lui balancer tout ça à la madame en face de moi? Et le message étant plus fort, là, j'ai bien senti que j'avais pas le choix. Et puis sinon, c'est en boucle. Hein. Quand on transmet pas. C'est vrai? Ouais. Ça ne s'arrête pas.
C'est quand même, aujourd'hui, vous prenez ça comme un fardeau ou comme une... Ça dépend des jours. C'est vrai? Ouais, pour être très honnête, ça dépend des jours. Ce que j'aime, c'est quand les gens en séance me disent mais qu'est-ce que j'aimerais être comme toi. Il y en a plein qui prennent ça comme une faculté extraordinaire. Et oui, c'est beau, oui, ça aide énormément de personnes. Mais bon, des fois, c'est quand même très... C'est lourd. Ouais, c'est pesant. Alors, revenons évidemment à ce livre et à cette conversation. Donc, vous avez assumé complètement votre médiumnité, on a bien compris, hein, ça y est, c'est fait, vous êtes estampillé médium. Et puis, pour les gens qui sont un peu réfractaires et pas très ouverts à cette thématique, vous êtes thérapeute, thérapeute médium. En soi, je suis thérapeute. Hein. Vous êtes donc, thérapeute. Vous parlez notamment de la fameuse feuille de route. Que l'on a dans cette incarnation que nous avons choisie. Là aussi, il y a des expressions assez populaires qui disent je sais pas quel est mon karma, mais alors non, celui-là, il est quand même costaud. On l'a choisi. Pendant notre première partie de vie, donc ce que les guides appellent la fameuse crise de la quarantaine, de la cinquantaine que les gens font, jusqu'à cette période-là, en fait, on est là vraiment pour épurer un maximum de choses. Ouais. Et ensuite, on est là pour se mettre réellement, entre guillemets, dans notre mission, si on peut parler de mission, quoi. Parfois, des gens ne s'y mettront jamais. Non. Donc, il faudra revenir. De toute façon, moi, j'ai décidé de ne plus revenir après, ça marche pas. Il y a souvent cette expression populaire aussi qui dit, on entend des gens qui disent, j'espère que c'est ma dernière incarnation. Hein, parce que là, mais moi aussi, j'ai tenu ce discours-là. Hein. Moi, je vous préviens, c'est la dernière, je veux plus revenir. C'est vrai? Mais on m'a dit gentiment, non, ma cocotte, tu reviendras quand même, quoi. Est-ce que, en travaillant à l'hypnose et en étant formé à l'hypnose, vous avez fait ce qu'on appelle des hypnoses régressives pour savoir un petit peu d'où vous veniez, ce que vous aviez précédemment vécu? Non, je l'ai pas fait en hypnose, mais j'accède aux annales akashiques. Oui, c'est vrai. Question stupide. C'est-à-dire que vous claquez du doigt, vous voyagez comme vous voulez. Mais alors non, je voyage pas comme je veux non plus quand même. C'est une manière de dire. Mais j'ai déjà été voir certaines choses pour avoir certaines compréhensions. 4 enfants, 4 césariennes, et j'ai toujours dit à mon mari, moi je veux pas pousser, hein. Je veux pas pousser, je veux une césarienne, je veux pas pousser. Et donc j'avais été chercher le pourquoi. Le pourquoi. Ouais. Donc morte en couche au moment de l'accouchement, et moi et l'enfant. Donc je pousse pas dans cette vie, tant pis. Bon, et tout le monde va bien. Et tout le monde va bien, oui. Quand vous parlez de cette feuille de route, à un moment donné, vous parlez du suicide, parce que ça aussi, c'est une thématique que vous abordez. Et là, pour le coup, c'est cette fameuse rupture de contrat que vous évoquez. Et il y a quelque chose qui est étonnant. Vous dites, pour les enfants, le guide les attend pour les aider. Et pour les adultes, il y aura discussion après le SAS. C'est quoi ça? Tout dépend dans quelles conditions on est. Quand on est en grande souffrance, pour l'avoir vécu et pour avoir eu envie de le faire. De partir? Ah oui? Oui. À de très nombreuses reprises, oui. Ça fait partie des choses pour lesquelles mon guide m'a clairement et récemment expliqué que c'est pour ça que je n'avais aucun souvenir en fait de ce qui s'était passé lors de l'accident. De l'accident? Oui. Parce que sinon j'aurais mis fin à mes jours très clairement pour rejoindre l'autre côté. Ah oui. Donc et ça fait partie vraiment on va dire 90% du travail que je fais. C'est avec les personnes qui se sont suicidées. Donc tout est toujours en lien, il n'y a pas de... Donc l'explication sur le fait qu'effectivement il y a cette histoire de SAS et que ça n'est pas tout à fait la même chose entre un enfant et un adulte? Non, parce que l'enfant, quand il va être vraiment dans sa souffrance, lui ce qu'il veut c'est que ça s'arrête. Il le fait vraiment... c'est toujours fait en notre âme et conscience à ce moment-là, mais l'enfant n'est pas dans la même dynamique qu'un adulte. Il réfléchit pas de la même façon, et donc son passage ne va pas être le même. Et bien souvent, j'ai rarement des enfants qui se sont suicidés. Après, enfants, ados, adultes, j'en ai de temps en temps. Mais les adultes, c'est 90% du travail à faire. D'expliquer pourquoi, parce que parfois ils partent, ils laissent pas de traces, ils laissent pas de lettres qui expliquent le geste. Et en fait, c'est une fois qu'ils sont passés de l'autre côté qu'ils voient vraiment la famille, qu'ils comprennent que
en fait, ça résout pas leur problème, qu'il va falloir revenir et faire le temps imparti. Et ça, c'est quelque chose, quand on m'a expliqué ça, je me suis dit, ok, donc ça peut expliquer aussi beaucoup, beaucoup de choses. Et vous dites qu'avant de passer le sas, tous les défunts assistent à leurs funérailles. Oui. Ah oui, ils sont autour de nous, hein, pendant leurs funérailles. Ils ont besoin de voir, d'entendre, de voir. En fait, au moment du passage, il y a vraiment plus de filtre. On peut plus se voiler la face, se mentir à soi-même. Une grande faculté qu'on a nous en tant qu'être humain incarné sur cette planète bien ancrée. Et il y a plus tout ça. Il y a plus tous ces filtres. Donc la vérité est telle qu'elle est. Donc, lorsqu'ils assistent à leurs obsèques, c'était le cas de mon beau-père, du père de mon mari. C'est une des choses qui m'avait marquée quand il m'a dit mais je vous vois tel que vous êtes. Je vous vois. Je sais qui est en souffrance, qui est malheureux de mon départ, et je vois qui ne l'est pas et qui est là pour la représentation, quoi. L'enfer. Ah ouais. Bon. J'espère que tout va bien. Est-ce que vous l'avez vu? Alors, je l'ai pas vu, mais enfin, il était. En fait, c'est assez. Je le vois pas. Lui, je le sens et je l'entends en fait. Je sais que c'est lui, je sais qu'il est là et il m'a délivré beaucoup de messages qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses. Il a pu délivrer un message à son fils aussi, qui était voilà, un petit moment en toute intimité, donc chouette. Mais effectivement, de savoir que il y a plus rien, il y a plus de filtre et vérité telle qu'elle est, quoi. C'est vrai que c'est assez. On visualise des tas de choses parce qu'on a tous assisté évidemment à des cérémonies telles que des deuils et autres, cérémonies funéraires, et on se pose tous la question à un moment donné de savoir si effectivement le défunt est là, s'il perçoit, s'il est avec nous et tout. Et vous confirmez au travers de ce que l'on vous dit. Il y a aussi une autre affirmation qui est souvent véhiculée quand on parle de la mort, quand on parle du passage et autres, c'est ce fameux bilan de vie où on voit, vous savez, en forme de diapo. Alors on l'imagine en tout cas, avec toutes ces images comme ça, avec des écrans. Alors, ça aussi, c'est confirmé, ça aussi. Oui. Ça c'est clairement, c'est vraiment les choses qui ressortent. Alors oui, on les a déjà entendues, mais néanmoins c'est vraiment ça. C'est les fameuses 2 questions qui nous seront posées. C'est pour ça que j'en mets déjà pas mal qui font réfléchir. Mais effectivement, de voir toute notre vie, entre guillemets, défiler et avec justement sans filtre, sans la vérité, encore une fois, telle qu'elle est. Et là où j'ai dépassé les limites, là où j'ai fait des bêtises, mais aussi là où j'ai blessé les autres par rapport à quelque chose, par exemple, que je vais vous dire, ça va vous blesser. Ben, on va me montrer à quel point ça vous a fait mal à l'intérieur et ce que ça a déclenché en fait en réaction derrière. Et quel est le but? De comprendre et de pas recommencer la prochaine fois. Dans la prochaine incarnation, pour le coup. Il y a un passage, moi, que j'ai vraiment aimé dans votre ouvrage, enfin un passage. Il y a les fameux 8 plans de vibration. Les 8 plans vibratoires. Il y en a beaucoup plus, hein, mais et là, on va dire c'est ceux que voilà. Déjà, il y a le chiffre 8, déjà, donc ça m'a parlé. Alors, les 8 plans vibratoires, vous les connaissez de mémoire, là? Normalement, oui. Alors, allons-y. Et écoutez ça, je trouve que c'est très, très intéressant de les décrire. Entre guillemets, le premier, c'est justement pour toutes les personnes qui ne vont pas avoir cette ouverture. On va retrouver quand même beaucoup d'âmes à cet endroit-là. Il y a le sas. En fait, pour expliquer peut-être ce qu'est le sas, les guides me l'ont... Parce que des fois, je suis un peu blonde. J'ai besoin qu'on m'explique. Donc, ils trouvent une jolie image. Et ils me l'ont représenté avec l'ascenseur. C'est-à-dire, t'arrives, c'est simple, tu montes dans l'ascenseur, voilà, t'appuies sur tes boutons, et c'est à peu près le même principe. Et tu peux monter, comme tu peux aussi aller à la cave pour parler d'un immeuble et de l'ascenseur. Et donc en fait, le premier, c'est vraiment
tous ceux qui vont rester accrochés à la matière, en fait. C'est tous ceux qu'on peut sentir autour de nous, etc. Oui, mais ça, vous choisissez pas à l'étage où vous allez. Ah ben non, ça va dépendre justement du passage que vous faites, dans quel état d'esprit vous êtes au moment. Et c'est pour ça que l'image de l'ascenseur, vous pouvez choisir sur quel bouton vous appuyez. Or là, vous choisissez pas, hein, vous arrivez. Ah non, là vous choisissez pas. D'accord. Mais voilà, c'est par palier. Le premier étage, c'est donc le sas, c'est-à-dire c'est là où les âmes vont être en attente d'une prise de conscience, de voir leur guide, de voir leur défunt, d'avoir quelque chose qui fait que. Et donc, en tant que passeuse, c'est les personnes qui se trouvent justement dans le sas qu'on va aider. Ensuite, on a l'autre palier qui est la régénération. Donc, quand les corps sont trop abîmés ou si la personne vraiment était vraiment très chargée et qu'elle a eu une vie juste pas possible, infernale, elle va avoir un temps entre guillemets de repos. Alors, moi, ce que j'avais eu, c'était les 9 mois, comme le temps d'une grossesse. On va avoir à peu près ce temps-là pour vraiment être délesté de tout notre émotionnel, de tout ce qu'on a dans la matière. Et vous dites que c'est le niveau où les gens savent que précisément ils sont décédés. Ouais. Là, à partir de celui-là, ils savent. Parce qu'on peut partir quand même de différentes façons, et même des trucs qui sont cool, où on peut ne pas se rendre compte qu'on est parti quand même. Ensuite, il y a les jeunes âmes, les vieilles âmes, et puis on va se retrouver avec le level des guides, et puis au-dessus avec les anges, les archanges, etc. Mais il y a bien d'autres mondes, bien d'autres plans, et ça, voilà. Alors, ça veut dire une entité terrestre telle que nous sommes là, un de nous deux peut aller au 8 ? Non. Non. En mode ange-archange ? Non, peut-être pas. Après, il faut faire attention à l'ego. Hein. C'est marqué dans le bouquin, je précise bien, puisque les gens vont se dire ouais, moi je suis sûr que je suis à tel niveau, etc., etc. Et c'est vraiment pas en fonction de, c'est en fonction de ce qu'on va nous expérimenter, de comment on se sera comporté, des prises de conscience qu'on aura réalisées, etc., etc. Alors, vous répondez aussi à beaucoup de questions que les gens se posent. Vous parlez par exemple du handicap, et on s'est souvent demandé si une personne handicapée, lorsqu'effectivement elle partait pour ce voyage, l'était toujours de l'autre côté. Visiblement non. Non. Qu'elle récupère tous ses sens. Oui. Bon, ça c'est aussi réconfortant. Parce que le but aussi de cet ouvrage, c'est quand même peut-être de réconforter en répondant aux questions que les gens se posent. Ah il est à but thérapeutique, vraiment celui-là. Il a plusieurs fonctions. Il a vraiment cette notion de changer le regard sur la mort. De s'ouvrir aussi au passage, et puis déjà de bosser aussi sur soi pour ne pas se retrouver dans le sas, parce que ça a été on a rencontré le Covid quand même, il y a eu beaucoup de départs, et à un moment donné les guides, ça a quand même été il y a quand même beaucoup de monde dans cet endroit-là, donc il y a du travail. Il y a du travail. Il y a une question, et alors là aussi, c'est parfois déconcertant, et notamment chez vos consoeurs, confrères, il y a beaucoup d'éléments de réponse à la question que je vais vous poser sur le fameux temps qu'il est nécessaire d'avoir pour rentrer en contact avec un défunt. Tout le monde dit tout et son contraire. Vous avez des gens qui vous disent il y a un laps de temps, c'est-à-dire 3 mois, par exemple. Il y a des gens qui vont vous dire non, il faut laisser passer au moins 1 an avant de pouvoir rentrer en contact avec un défunt. D'autres, ils vont vous dire c'est 6 mois. Quelle est votre position là-dessus ? Je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que autant on peut le capter de suite parce qu'on a besoin d'avoir un message ou parce qu'on a besoin d'un réconfort, quelque chose. L'idéal pour les gens qui vont aller consulter, par contre, un médium, c'est peut-être ça la différence. C'est les gens qui vont aller consulter un médium, c'est quand même bien d'attendre. Pour moi, c'est 9 mois. C'est ce fameux temps de grossesse, parce que justement, ils ont besoin quand même de cheminer, de faire ce fameux cheminement pour vraiment se dépouiller quelque part de leur incarnation. Et pourtant, vous disiez tout à l'heure que pendant la phase de célébration, enfin pendant la phase de deuil, pendant les hommages et puis la cérémonie, ils sont là. Oui. Donc vous pouvez déjà être en contact avec eux. C'est ce que je disais en fait. Ils sont toujours là. Ils sont tout autour de nous. Maintenant, on peut recevoir un message parce qu'il va être utile. On peut le capter de suite. Maintenant, si on doit aller consulter un médium, c'est bien d'attendre au moins quelques mois. Ouais.
Parce que justement, il a pu se dépouiller certaines choses, il a pris conscience de certaines choses, il a fait son fameux bilan, il a la vérité telle qu'elle est. Et donc, à ce moment-là, on peut être vraiment en capacité d'un vrai travail de guérison à l'intérieur. C'est quand même incroyable, ayant toutes et tous les mêmes facultés, quand on est dans dans vos ressentis et vos perceptions, que vous ne disiez pas toutes les mêmes choses. C'est fou. C'est quand même assez déstabilisant pour ceux qui sont... Après, on est tous différents, on est tous uniques. La sensibilité qu'on a, elle est différente. Alors, autre élément très intéressant aussi, quand vous parlez des 7 clés de l'introspection. Qu'est-ce donc? Parce que ça aussi, ça m'a particulièrement intrigué. C'est ce dont on a déjà un petit peu parlé, c'est les regrets. Arriver au moment de la fin, les regrets. Qu'est-ce que j'ai pas osé faire? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Et pourquoi je l'ai pas fait? Et juste à chaque fois de comprendre qu'on est les seuls, en fait. Par peur du jugement, par peur du regard des autres. C'est toujours ces choses-là qui reviennent. La deuxième, c'est la culpabilité. De quoi je me sens coupable? Et le fait de se sentir coupable de certaines choses fait qu'on peut ne pas être très serein au moment de son passage. Demander pardon, le fait de pas d'avoir voulu à tout prix avoir raison, quitte à blesser parce que je veux être le plus beau, le meilleur, le plus fort et tout mieux savoir, ça résout pas tout. La vérité aussi, le fait de ne pas partir avec des secrets, parce que les secrets de famille empoisonnent la vie de ceux qui restent, très clairement. La peur de la mort aussi, parce qu'on se rend compte que quand on discute avec les gens, la mort c'est le tabou de notre société. Parce que c'est l'inconnu. Ouais, mais en même temps, l'exclure de notre vie est quand même très dommage, parce que tout au long de notre vie, on va faire quand même des deuils. Pas forcément perte de quelqu'un, mais on va perdre un job, on va perdre un compagnon, et la mort fait partie de la vie. On est tous amenés à perdre des membres de notre famille, des gens qu'on aime par-dessus tout, des enfants, même si c'est pas dans l'ordre naturel des choses, mais c'est quelque chose qu'on vit tous et sur lequel on a quand même un pied d'égalité. C'est-à-dire que quand on perd quelqu'un qu'on aime, on est dévasté. La question que je me pose toujours, et vous êtes une maman de 4 enfants, c'est de savoir si vous pourriez tenir le même discours. C'est mes enfants. Je continue pas ma phrase spécifiquement pour être respectueux. C'est mes enfants, donc forcément, j'ai envie de dire, ce sera pas du tout la même chose. Par contre, quand je perds des membres de ma famille, j'ai un autre regard sur la mort. C'est-à-dire que je sais que derrière, il y a une autre évolution. Je sais qu'ils vont être mieux. Je sais qu'ils ont rejoint ceux qu'ils aimaient aussi. Et ce serait le cas pour vos enfants aussi, hein? Tout à fait. Comme on perd une maman, une grand-mère, c'est pas la même chose parce que c'est nos tripes, c'est voilà. Bien sûr. Mais on traverse tous à un moment donné dans notre vie un deuil qui est très 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 compliqué. Donc et votre mission, c'est de réconforter, d'apporter les éléments de réponse et voir effectivement de quelle manière on peut appréhender certaines choses, certaines situations de la vie qui sont plus douloureuses les unes que les autres. C'est ça, et c'est aussi de faire prendre conscience aux gens que lorsque si on veut vraiment partir dans les émotions et dans le sentiment, quand votre enfant passe la porte de chez vous le matin, même si c'est pour aller à son collège ou pour aller travailler, ou qu'il prenne son scooter, mon fils en a fait les frais la semaine dernière. Est-ce qu'il sera là ce soir? Mon mari, quand il s'en va, est-ce qu'il sera là ce soir? Et de jamais être fâché. Le soir, quand on se couche, de jamais être fâché, d'avoir toujours un bisou, un câlin, de dire je t'aime, voilà. Et là, c'est en train de monter. Et d'avoir toujours ça, parce qu'au final, c'est pas forcément eux qui peuvent partir, ça peut aussi être nous. Et, ça, on me l'a appris aussi. Ça, et de rester toujours sur cette notion d'amour et pas de colère, de rancœur ou de vengeance comme... Ne jamais terminer une conversation téléphonique sans un mot positif. Ne jamais...
Et poser ses enfants à l'école sans un mot, dire, sans un je t'aime. C'est ça, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, quoi. Un je t'aime, passe une belle journée et de rester sur ça plutôt qu'un ouais, t'as pas fait tes corvées, c'est pas bien, machin. Et puis de se dire, c'est la dernière trace que j'ai laissée ou c'est la dernière chose qu'il a entendue. J'ai bien aimé le petit mot corvée, où on sent qu'il vous reste encore, il y a quelques résidus. J'ai 4 enfants, militaires, et militaires. Oui, aussi. Et corvée, c'est un terme typiquement militaire, hein. Ça sent le bidas. Encore, quand même, quelque part. Pour terminer, je voudrais quand même, alors moi, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage, et vous allez pouvoir avoir des éléments de réponse aux questions que vous posez aux éditions Le Duc, d'ailleurs, comme l'ensemble de ce que vous préconisez ici, les conseils des défunts pour aborder le passage avec sérénité, et puis aussi pour peut-être aussi faire l'objet de certaines discussions qu'on peut avoir en famille sur ces sujets là. Et surtout d'oser en parler en famille. D'oser en parler en famille, ouais, bien sûr, ça c'est important. C'est comme j'ai remarqué l'autre jour et j'en ai parlé en famille aussi, c'est de se dire. Alors les gens, quand on aborde ce sujet, ils se disent oh là là, c'est glauque, c'est dimanche, on est en train de manger entre nous et t'abordes ces sujets. Mais bon. Oui, puis alors ils s'imaginent que si on en parle, c'est qu'ils vont bientôt mourir ou qu'on va bientôt mourir. Tu vas nous porter la poisse, mais pourquoi est-ce que Non, mais il y a une vraie question, c'est de dire qu'est-ce que tu aimerais après? Oui, ça fait partie aussi du bouquin. C'est une vraie question, ça aussi. Quelle est la cérémonie que tu aimerais veux avoir? pour tes obsèques, comment tu aimerais être habillé, etc. Oui. Et alors, vous avez 2 cas de figure. Il y a ceux qui prennent ça d'une manière extrêmement glauque, en disant oh là là, parle pas de ça, s'il te plaît, touche du bois. Et puis il y a ceux qui ont cette ouverture et qui disent mais ouais, mais moi j'aimerais que ça se passe comme ça, ou j'aimerais que ça. Et c'est important quand même de pouvoir avoir cette conversation à un moment donné dans notre vie, parce que encore une fois, on ne sait pas quand on va partir. Et pour l'avoir vu de nombreuses fois, les personnes qui restent sont est-ce qu'il était content de ses obsèques? Est-ce qu'on a tout bien fait comme parce qu'en fait on savait pas comment l'habiller, la musique, ceci et cela. Et quelque part le fait de savoir ce que l'autre veut nous enlève aussi un poids au moment de ce fameux passage et de pouvoir commencer son deuil et de traverser tout ça plus sereinement aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? Après quoi? Après mon passage? Quand vous serez dans le sas et que vous appuierez directement. Moi, je serai pas dans le sas, hein. Quand vous appuierez directement sur le 8 et que vous êtes le 8, vous allez être, elle va être télescopée, Virginie, direct dans le 8. J'aimerais beaucoup le 8, mais non. Je n'ai pas cette bonjour. prétention-là. Vous allez pouvoir enfin discuter avec votre guide. Que ça a changé le regard sur la mort. Ce serait un très beau travail d'accompli pour moi. En tout cas, c'est la mission que vous avez aujourd'hui. Oui. Alors pour ça, il y a évidemment tous les ouvrages, il y a tous les coffrets. Alors ça, c'est quand même assez. On dit un petit mot sur les coffrets, rapide. Celui-ci. Pour découvrir les anges, les archanges. Je vais le mettre ici pour que tu fasses un petit cadre, moi si tu veux bien. Voilà, tiens, comme ça, je changerai juste le positionnement. Voilà, le temps qu'on mette la caméra. Pip, pip. Voilà, on va faire ça bien, proprement. Tac. C'est la collection Le Duc, mais Animae aussi, hein, c'est la même maison, je rappelle au passage. Hop. La guérison de l'enfant intérieur, il a un but thérapeutique pour aller travailler justement cet espace de l'enfant intérieur. Hein. Mais ça, vous savez, ça c'est un truc incroyable, l'enfant intérieur. Il y a des tas de gens qui sont installés sur ces canapés en disant l'enfant intérieur, l'histoire de l'enfant intérieur, c'est de la bullshit. Ça n'existe pas. On veut, non mais c'est ça qui est extrêmement déconcertant. C'est que on est tous dans cette ouverture d'esprit-là, développement personnel, spiritualité, etc., etc. Et parfois, en même temps, les gens on trouve disent de tout et son leur contraire, parce que ça correspond aussi à notre vérité. Qu'est-ce que j'ai envie de voir et en quoi je crois à l'intérieur de moi, et qu'est-ce que je ne veux pas voir et du coup en quoi je ne crois pas à l'intérieur de moi. Ça c'est fait. Autre coffret, celui-ci. Celui-là, il est vraiment pour se connecter à Gaïa, à la Terre. Il y a plein de rituels dedans. On continue avec celui-là. Celui-là, c'est un gros phénomène. C'est un gros travail. Ouais. Celui-là, il a été vraiment fait dans l'optique. Déjà, il a été fait avec les défunts. Il a été fait avec les guides pour que les gens puissent eux-mêmes savoir ce qu'ils portent en eux comme mémoire familiale et à qui elle appartient, et de faire un travail avec. Donc celui-là, c'est un outil thérapeutique. Ça dépasse vraiment
l'oracle conseil où on se tire une carte pour avoir un message de son guide ou quoi que ce soit. Celui-là, il est pour travailler sur soi. Je trouve que l'histoire des mémoires familiales, honnêtement, je trouve qu'on devrait tous, à un moment donné, faire ce travail-là. Oh oui, je le conseille aussi très fortement. On est d'accord. Oui. Alors évidemment, en choisissant en étant bien accompagné. Mais en l'occurrence, honnêtement, je trouve que ça, c'est un truc pour à un moment donné se libérer un peu de tout ça, couper ces chaînes-là. On devrait tous le faire. Le nombre de personnes que l'on entend avec ces schémas répétitifs qui passent leur temps à se dire je comprends pas pourquoi dans ma vie il y a ci et pourquoi dans ma vie il y a ça. Mais les mémoires familiales peuvent pourrir quand même la vie d'une personne. Et c'est en ça aussi de prendre conscience que au moment où je veux partir, je veux pas qu'il y ait de secret. Je veux que tous les non-dits soient révélés pour que mes enfants n'aient pas à vivre certaines choses. And the last one. Non, il y en a encore un. Ah oui, il y en a encore un, j'avais pas vu celui-là, il est planqué derrière l'ordinateur. Celui-là, c'est le tout premier en plus. Ouais. Guérison de l'âme, il porte son nom. Voilà, c'est un outil pour comprendre ce qu'on a comme blessure, ce qu'on porte en nous pour commencer à faire un travail aussi. Ce qui est fou, c'est vous auriez pu, à un moment donné, ils auraient pu vous faciliter le travail en faisant un tout en un. Non, mais rigolez pas, il y en a encore d'autres en cours. Hein. Et puis alors le petit dernier qu'on présente, mais qui était donc le premier. Ça c'est le tout premier oracle que j'ai fait avec Gwenaëlle Dudek. Ouais. Et là c'est vraiment un oracle où on se tire une carte pour recevoir un conseil. Voilà. C'est j'entends pas mes guides, mais je veux recevoir un message. Je prends l'oracle et je me tire une carte. En tout cas, bravo, bravo pour ce que vous faites. Bravo pour je vais vous dire la simplicité avec laquelle vous dites les choses. Et la pédagogie avec laquelle vous dites les choses. Parce que parfois, on entend, quand on aborde ce genre de sujet, on peut très très vite tomber, soit dans une dérive un peu particulière, bien perchouille, plus. Non, je suis bien ancrée dans la matière. Bien ancrée, c'est ancienne militaire, hein, donc attention, les choses sont... Voilà. Et, rigueur et discipline. Ah oui, exactement. Et pendant 7 ans en plus. Hein. Vous étiez dans quelle arme ? La marine. Ah, la marine. Bon. Donc voilà, donc je trouve que vous avez effectivement cette manière très pédagogique d'amener les choses et de répondre aussi à des questions. On pourra toujours douter. On pourra toujours mettre enlever les sceptiques d'être sceptiques. Oui, et puis ou alors des gens qui ont peur. Oui, aussi. Donc qui restent un peu sur leur garde comme ça en retenue et qui se disent ouais d'accord, elle dit ça mais en fait je suis pas sûr. On pourra jamais. Non. En l'occurrence, vous l'avez fait. Mais en même temps, je cherche pas à convaincre. Et vous ne cherchez pas non plus à convaincre. C'est très bien. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de bien ? Une phrase qui va rester gravée dans les mémoires des émissions que l'on propose. Je reprendrai ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ne jamais rester sur une dispute avec une personne. Ouais. Dites toujours que vous l'aimez parce que on ne sait jamais si on reverra ou non cette personne. Donc toujours un bisou, un câlin, un je t'aime, un je pense fort à toi. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Et bon, et évidemment avec alors c'est fou parce que je fais juste une petite parenthèse et j'aime pas parler de moi dans ces cas-là, mais la dernière fois que j'ai parlé à mon père, on s'est disputé. Et je suis resté sur cette cette discussion un peu. Peut-être pour ça qu'on parle de ça. Un peu houleuse. Il y a pas de hasard. Et alors dernier truc, vous qui percevez les choses, alors je sais que vous êtes pas voyante, mais vous êtes médium, mais le contexte actuel est quand même particulièrement anxiogène et difficile. Ça va s'ouvrir un peu là, on va se détendre ou on en a encore on va ramer encore quelques temps. Ça m'intéresse absolument pas. C'est vrai ? Non. Et je prends pas parti là-dessus parce que j'estime que j'ai pas à l'alimenter. Ouais, ça c'est une jolie façon de botter en touche. Non, je botte pas en touche. Ça. Vos guides vous disent pas, tiens, dis-leur que. Non, parce que c'est vraiment en plus ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai autre chose à faire en fait. Et il y a plein de gens qui s'en occupent, qui savent faire, qui maîtrisent ça à la perfection. Moi, c'est pas mon dada. Bon, comme ça au moins c'est réglé. Ne demandez pas ce que les prochaines élections ou les Jeux Olympiques, comment ça va se dérouler à Virginie Robert, parce que non seulement elle s'en fout, mais c'est pas son job. Et c'est clairement ça, je m'en fous. Merci infiniment en tout cas, Virginie. Merci beaucoup. Merci, j'ai été ravi de vous rencontrer et de voir un petit peu, de proposer un peu de réconfort. Je pense que c'est ça votre job. Hein. La sérénité. Les réponses, la sérénité, foutue sérénité, et réconfort. Prenez soin de vous, des 4 enfants, de ce job à plein temps que vous avez. Merci aussi, beaucoup. Avec toute la petite famille. Et dites à votre fils aussi de ne pas faire le con en scooter. Mon fils,
si tu nous entends. Voilà, ça c'est fait. Tu montrerai. Voilà, exactement. Rentrez bien. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. À vous. On se retrouve très vite. Vous commentez, vous partagez avec bienveillance comme toujours. Et à très bientôt. Merci aux éditions Luduc pour leur soutien et leur collaboration. À très bientôt. Salut.